Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à saluer et à féliciter tous les impétrants qui ont validé leur concours cette année et à leur souhaiter un bon courage dans cette noble aventure. J'ai intitulé mon intervention « L'évaluation, objet et impact sur la recherche scientifique » car le monde de l'évaluation est très vaste et je souhaiterais dans cette intervention circonscrire l'essentiel tout en étant consciente qu'il y a beaucoup à dire. Comme mise en contexte, je souhaiterais dire que faire de la recherche, c'est comprendre son nouvel environnement, c'est ensuite déployer certaines méthodes auxquelles de nombreux étudiants n'ont pas été directement confrontés, et chacun, bien sûr, en fonction de sa discipline, peut avoir eu un aperçu de certains résultats de recherche, mais peut en bénéficier d'une réelle formation méthodologique à la recherche. Donc il s'agit de préciser, bien sûr dans votre recherche, des questions de recherche, de formuler les hypothèses, de s'appuyer sur un auteur sans le paraphraser, d'expliciter son plan d'enquête, de définir peut-être sa position de chercheur par rapport au terrain, bien sûr pour ne citer que ces exemples. Donc toutes ces questions-là sont des opérations indispensables sur lesquelles les perspectives, tant nationales que disciplinaires, sont diverses et les pratiques varient. Donc nous supposons que l'étudiant est déjà détenteur des notions de base et des réflexes essentiels du chercheur. Les nouvelles notions introduites dans les plans de formation ne seront que de bon aloi pour conforter votre travail de recherche. C'est pourquoi une formation de base est bien souvent nécessaire. C'est pour y contribuer que nous proposons justement ce thème sur l'évaluation qui vous permettra, on l'espère, de prendre du recul dans votre démarche de recherche. Alors rappelons rapidement que l'évaluation est un élément essentiel dans un système de formation ou d'éducation ou même universitaire. On ne dissocie pas l'enseignement de l'apprentissage, de l'évaluation et de la remédiation. D'ailleurs, s'il y a remédiation, c'est que l'évaluation, on a détecté la nécessité. Si le concept d'évaluation a pris de l'envergure de nos jours, c'est parce qu'il y a des enjeux locaux et internationaux. Tout le monde se soucie de la qualité de la formation, tout le monde vise l'efficacité et la rentabilité. Nous constatons que, par exemple, un classement académique international sélectionne des institutions universitaires selon un nombre restreint d'indicateurs quantitatifs pour justement établir une hiérarchie selon le modèle d'une Ligue des champions. Donc, il soulève bien sûr des calculs sophistiqués pour tenir compte d'une réalité complexe et diversifiée, d'où le recours à l'évaluation continue et systématique. Par ailleurs, il y a des dispositifs d'évaluation qui sont élaborés pour justement formaliser et quantifier le savoir-agir et le savoir-faire qui garantissent la professionnalisation. Aussi, des échelles de niveau, des référentiels, même standards internationaux, sont établis par des organismes internationaux comme par exemple l'UNESCO, le CECRL, le cadre européen commun de référence des langues, et d'autres. Je citerai aussi l'ENIC-NARIC, là, qui est spécialisé dans les équipes. Pas forcément. Une de ses prérogation est de gérer l'équivalence, de donner les équivalences des diplômes. Et ceci à cause de la mobilité des personnes qui ont besoin de faire valider leur diplôme dans le pays où ils s'établissent. C'est pourquoi d'ailleurs on donne la priorité à l'appréciation des compétences de communication, parce que les gens se déplacent. Alors, la problématique de l'évaluation, quand on parle d'évaluation, un paradoxe apparaît immédiatement, c'est que évaluer recouvre des actions de calculer, mesurer d'une part, et de faire des approximations estimées d'autre part. Donc, l'évaluation consiste en une mesure
ou une appréciation à l'aide de critères de l'atteinte d'objectifs ou de degré de proximité d'une production par rapport à une norme. Donc, deux fonctions apparaissent là de l'évaluation. On a la formation et la sélection. C'est-à-dire qu'elle est pédagogique d'une part et sociale d'autre part. Alors, étymologiquement, le terme évaluation signifie globalement déterminer la valeur de quelque chose. Mais parler de valeur induit forcément à mesure, étalonnage et échelle. D'ailleurs, les premières théories sur l'évaluation ont alors dérivé de la preuve expérimentale avec élaboration d'outils de mesure. On était dans toute mesure avec l'avènement de la docimologie et de la psychométrie. Alors, il faut dire que l'évaluation est un véritable contrat de travail périodique. Il offre des repères nécessaires à la compréhension de ce qu'on apprend, c'est-à-dire ce qu'on a appris, ce qu'on maîtrise plus ou moins bien, ce qui reste à consolider, les progrès, les réussites, les difficultés, les moyens qui sont donnés de les dépasser. Donc ce contrat tacite entre l'enseignant et l'étudiant repose sur une démarche active et participative où l'étudiant est associé à la définition des tâches et à leur évaluation. Automatiquement, quand il apprend quelque chose, il sait qu'il va être évalué. Aussi, il faut dire qu'au niveau international, c'est-à-dire notons qu'au niveau par exemple de l'UNESCO, il existe un bureau de l'évaluation qui est responsable de la mise en place d'un système d'évaluation efficace en vue justement d'aider les politiques et les programmes fondés sur des faits ainsi qu'au renforcement d'une responsabilisation et de l'apprentissage organisationnel. Bien sûr, il y a d'autres organismes internationaux qui travaillent sur et avec l'évaluation dans différents domaines et tous les chiffres et les statistiques que nous trouvons dans diverses études sont des résultats de travaux évaluatifs. Alors, disons que l'évaluation se distingue par son objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut évaluer. Est-ce qu'on veut évaluer des connaissances, des compétences, des comportements, un projet? Elle se distingue aussi par le moment où elle est organisée et par son but. Est-ce qu'on la programme pour le début de l'année, en cours d'année, en pratique, c'est-à-dire lors d'un TD ou d'un TD ou TP, et décider le moment aussi détermine le but. Elle se distingue aussi par les personnes qui s'en chargent, c'est-à-dire qui évalue. Est-ce que c'est l'enseignant, l'assistant, le maître de stage, un évaluateur externe, interne? Là aussi, c'est déterminé quand on programme une évaluation. L'évaluation aussi se distingue par les bases de référence, c'est-à-dire on se base sur quoi pour faire cette évaluation? Sur un programme, sur une théorie, sur une expérience, une pratique, sur les procédures aussi, les moyens qu'on utilise, et par les compétences sollicitées, bien sûr, selon la discipline et les objectifs de formation. Bien sûr, quand on fait une évaluation, ça sous-entend qu'on prévoit un support, on propose des épreuves. Et ces épreuves, bien sûr, peuvent être écrites, orales. Les modalités des épreuves varient. Alors, nous avons des épreuves standardisées, normées, calibrées, c'est-à-dire que tous les étudiants répondent aux mêmes questions et reçoivent les mêmes instructions claires et précises. Aucun étudiant ne profite des avantages externes de l'objet de l'évaluation par rapport aux autres. Même volume horaire, même consigne, même conditions de passation. On ne va pas, par exemple, autoriser la consultation des documents à certains et pas aux autres. Tous les étudiants seront évalués sur un travail sur table, par exemple, en présentiel. Aussi, pour tous les étudiants, un système de correction s'applique uniformément. Du point de vue conception et élaboration des épreuves standardisées, chaque item, c'est-à-dire chaque question, est retenue à la suite d'une analyse positive de son niveau de difficulté et de sa capacité de discrimination. C'est-à-dire qu'on vérifie si les items répondent aux objectifs, si l'item, c'est-à-dire la question, est bien formulée.
Alors, en général, un manuel d'instruction ou un guide doit être élaboré et accompagne toute épreuve standardisée où on spécifie les conditions d'administration, de correction, d'interprétation des résultats. Je donnerai comme exemple le guide du bac, par exemple, où tout est dedans, toutes ces informations sont dedans. Nous avons l'évaluation à épreuve non standardisée. Là, elle est l'œuvre habituellement d'un enseignant qui se propose d'évaluer au jour le jour l'apprentissage de ses étudiants. Donc les items d'une telle épreuve ne sont ordinairement pas sélectionnés sur la base des indices de difficulté ou de discrimination. Ces normes de base sont plutôt subjectives, parce qu'elle est faite à la mesure des étudiants d'une promotion, par exemple, qui ont reçu le même enseignement et de la même façon. Alors, nous avons l'évaluation subjective. Ce sont des preuves à réponse ouverte, où le correcteur a à interpréter les éléments de réponse donnés par l'étudiant. La correction a tendance à devenir subjective parce que le correcteur doit faire appel régulièrement à des jugements personnels pour apprécier les réponses de l'étudiant. Nous avons aussi les évaluations à épreuve objective. Alors, celles-là entraînent une correction bien sûr objective parce qu'elle offre la possibilité au correcteur d'arriver à des décisions convergentes, même sans concertation. Donc, en ce qui concerne l'exactitude de la réponse aux items de l'épreuve, le correcteur n'a pas à interpréter, sous forme de jugement personnel, les réponses données. Là, on va les trouver dans les QCM, quand on demande d'appliquer, par exemple, une théorie ou une règle d'application, là où où les réponses sont évidentes. L'évaluation plus élaborée, bien sûr, selon le niveau et l'objectif scientifique, quand l'évaluation vise les compétences, elle est alors plus élaborée et se fait à travers des situations complexes. Comment ? D'abord en présentant aux étudiants des tâches complexes et inédites où ils doivent maîtriser toutes les procédures nécessaires à la réalisation de cette tâche. Je prendrai comme exemple une expérimentation sur une paillasse pour les biologistes, par exemple, une application sur un logiciel, un calcul à vérifier, un exposé sur un thème précis, un compte-rendu d'expérience, un compte-rendu médical, par exemple. Donc on évalue un savoir-faire a priori complexe, comme par exemple aussi l'évaluation de programmes ou de systèmes à l'aide de modèles d'analyse systémique, ce qui permet de voir comment est-ce que l'étudiant évolue. On est là dans l'évaluation de la progression du travail. Qu'évalue-t-on ? On évalue les connaissances, on évalue les savoirs, qu'ils soient académiques, scientifiques ou fondamentaux. Donc ça peut être un test de niveau, ça peut être un test diagnostique, c'est-à-dire avant de commencer un programme pour vérifier les prérequis. On vérifie aussi les attitudes ou les savoir-être, c'est-à-dire le comportement, par exemple lors d'un entretien, un examen oral, un exposé, une soutenance. Donc là, on va évaluer peut-être l'aisance, l'assurance, si le candidat hésite, s'il est stressé, comment est-ce qu'il réagit, interagit avec les membres du jury. Tout ça peut être aussi évalué, peut être prévu aussi dans une grille d'évaluation spécifique pour les attitudes, justement. On peut aussi évaluer les capacités ou les savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Donc là, par exemple, lors d'une expérimentation, lors d'une analyse, lors d'un stage. Et là, tout cela est bien sûr détaillé ou plutôt dans des critères précis. Qui évalue ? Alors, il est d'usage de trouver ces évaluations dans tout système de formation universitaire. Alors, nous avons l'évaluation interne. L'étudiant est évalué par son enseignant, c'est-à-dire celui qui a pris en charge le programme, le cas des EMD et des DDS, et même des examens de rattrapage. Nous avons aussi l'évaluation externe, c'est-à-dire que l'étudiant est évalué par des examinateurs qui ne le connaissent pas, notamment par exemple dans un concours ou par un jury composé de plusieurs personnes qui ne le connaissent pas. Aussi, nous avons l'évaluation, l'auto-évaluation,
Là, il y a des activités où l'enseignant n'évalue pas, mais responsabilise l'étudiant et lui demande de porter un jugement sur son propre travail, bien sûr en référence à un résultat attendu. Cela permet à l'étudiant de prendre des décisions, peut-être revoir son cours, refaire son expérience, vérifier ses calculs, ou vérifier ses manipulations, etc. En même temps, pour le mettre dans une situation réflexive, le préparant à l'autonomie et à sa participation à la construction de ses compétences. Donc l'auto-évaluation a beaucoup de bienfaits sur l'étudiant. Alors pour qui évalue-t-on? D'abord pour lui-même, c'est-à-dire l'étudiant, l'impétrant, pour qu'il sache où est-ce qu'il en est. Pour l'institution, l'université par exemple, on doit rendre compte du travail fait, puisqu'il y a un programme, il y a des niveaux, il y a des évaluations ponctuelles. Alors, on évalue aussi pour une équipe pédagogique, par exemple lors des conseils de classe, bien sûr, si on est en éducation, lors du CPC, par exemple, le comité pédagogique de coordination, aussi on rend compte du travail des étudiants. Ou bien on peut aussi rendre compte à la communauté scientifique, comme dans les CSD, le conseil scientifique des départements, le conseil scientifique de la faculté, dans les comités par exemple de lecture des revues, aussi lors de l'expertise de projets aussi. Donc, c'est-à-dire l'évaluation s'adresse bien sûr à qui de droit. Les qualités de l'évaluation. Comment peut-on dire que cette évaluation est de qualité? Bon, alors ce qu'on peut dire avant de parler de qualité, c'est qu'il est inutile de mettre sur pied de bons dispositifs d'évaluation et de régulation si les conditions de l'enseignement ne sont pas présentes. Alors une évaluation par exemple renforcée, c'est-à-dire plus intense, plus précise, plus complexe, n'induit pas un meilleur enseignement. Parce qu'il est difficile de situer à quel niveau s'opère la régulation, si elle est personnelle ou si elle est structurelle. Donc personnelle, ça dépend de l'étudiant, ça peut dépendre de l'étudiant, comme ça peut dépendre aussi de la structure, donc ça peut être dû au programme trop chargé, les moyens matériels insuffisants, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la qualité de l'évaluation dépend des critères précis et reconnus par les spécialistes. Donc une bonne évaluation va proposer des critères qui doivent être pertinents, c'est-à-dire qui vont viser exactement ce qu'ils veulent évaluer. Donc ils peuvent viser le côté ou le volet scientifique, linguistique, sociétal, institutionnel, professionnel, ou l'objet en lui-même. Le critère doit être aussi valide. Valide, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre les compétences exercées et les objectifs annoncés, ou bien les compétences et les objectifs évalués. Il doit y avoir une cohérence entre ces deux éléments-là. Là, on doit faire attention aussi aux critères cachés qui restent sous-jacents à la compétence visée. Le critère aussi se caractérise par sa fiabilité, parce qu'il permet d'apprécier les mêmes prestations de la même manière, et ne pas donner plus de chance à l'autre. Si je donne un problème, ça va être un problème pour tout le monde. Pas une application pour certains, par exemple, et un problème pour d'autres. Sa sensibilité, là, on veille à ce que les critères soient suffisamment pertinents et nuancés pour éviter les écarts. Son objectivité, c'est-à-dire quels que soient les examinateurs et leur nombre, le résultat est le même. Quand le critère est objectif. Il ne risque pas d'avoir des interprétations. Et aussi son économie, c'est-à-dire que les items doivent tenir compte du temps, de l'énergie et du stress. Des fois, on programme une évaluation qui dépasse le temps les risques de l'évaluation. Alors, on a beau être objectif, l'évaluation aussi a ses risques. Il est difficile pour l'homme d'éviter ces risques. Alors, nous avons d'abord l'effet de halo. On parle de l'effet halo quand on porte
une appréciation positive ou négative sur un étudiant en nous basant sur une caractéristique ou sur un élément qui n'a rien à voir avec l'objectif à évaluer. Ça peut être sa tenue vestimentaire, son milieu d'origine, ou tout simplement la présentation de sa copie. Donc on évalue un aspect extérieur, non pertinent, et qui va impacter sur le travail à évaluer. Il y a un autre risque aussi, c'est l'amalgame. C'est un aspect de l'évaluation qui conditionne l'ensemble. Donc on généralise, par exemple un étudiant qui répond très bien à la première question et pas à la suite, on peut garder en tête cette bonne réponse et noter d'une manière plus large, si vous voulez, les autres réponses qui n'étaient pas bonnes. Il y a aussi l'effet de stéréotypie, c'est-à-dire quand on étiquette un étudiant par ses résultats précédents, un bon étudiant, donc il reste toujours bon, même si son travail régresse. Il y a aussi l'effet d'ordre, là c'est le contraste avec les candidats précédents. Si par exemple on vient d'évaluer un bon étudiant, une bonne copie, le suivant sera évalué bien sûr en conséquence au niveau de ceux qui l'ont précédé ou de celui qui l'a précédé. Donc une copie moyenne par exemple qui va venir juste après une bonne copie va être peut-être estimée médiocre parce que le correcteur ou l'examinateur va jauger en quelque sorte le travail par rapport au travail précédent. Donc l'ordre de la copie ou du travail peut affecter l'évaluation. Il y a aussi la variable choc. Alors choc, ça peut être une bonne ou une mauvaise réponse inattendue. Donc on peut avoir par exemple des surprises. L'enseignant peut avoir des réponses inattendues qui lui plaisent, ou au contraire qu'il avait peut-être interdit, par exemple l'écrire en abrégé. Donc son impression va déteindre sur son évaluation, ou au contraire il va surévaluer le travail si la réponse l'épate, ou il va évaluer, si c'est le cas contraire, par une autre sanction. Donc là, ça peut aussi affecter l'évaluation, c'est un risque aussi. La variable de débordement, là c'est quand le nombre d'erreurs dépasse un certain seuil, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc une mauvaise copie où il n'y a pas de ponctuation, où l'écriture est mal faite, où il y a peut-être trop d'abréviations, comme si c'était des SMS. Donc certains comportements sont difficiles à accepter comme tels, et ça peut être aussi un travail remis hors délai, ce qui fausse tout particulièrement la validité de cette évaluation. D'ailleurs, les évaluateurs qui font intervenir des variables de débordement réduisent inconsciemment les conditions de la réussite. Les dangers de l'évaluation. Alors là, la pertinence relative des critères envisagés, la formulation de l'item peut ne pas viser exactement l'objet à évaluer. Donc là, c'est un danger. Quand on croit avoir formulé correctement la question, donc on s'attend à une réponse, alors que le candidat ne perçoit pas de cette manière la réponse, ce qu'on lui demande. Le deuxième élément, c'est la cohérence discutable des grilles d'évaluation, c'est-à-dire que la cohérence entre le fond et la forme, ou entre un critère par exemple théorique et un critère pratique. Ça peut être aussi la distribution du barème. Donc là, il peut y avoir un dysfonctionnement entre la grille tout entière et la cohérence de ce qu'on veut faire au candidat. Il y a aussi le problème ou le danger de la survalorisation quand on prévoit des grilles, par exemple, analytiques, où on détaille tout ce dont on veut trouver sur la copie, et à force de détailler, ça peut survaloriser et donner une note qui ne reflète pas le niveau de l'élève, de l'étudiant. L'uniformisation des objectifs
en dépit bien sûr de la variété des personnes et des situations en compétences particulières et au détriment aussi des compétences globales. Des fois, on ne tient pas compte de l'auditoire et on uniformise l'épreuve, alors que ce n'est pas le cas en face de nous. Nous avons un public peut-être hétérogène. Confusion entre critères et compétences. Compétences linguistiques, psychologiques, socio-culturelles, scientifiques. Là, des fois, il y a confusion entre critères et compétences en tant que traits linguistiques, psychologiques, etc. Aussi, il y a le danger de la surévaluation, le renversement des priorités. C'est-à-dire qu'on évalue plus qu'on enseigne. Donc là, quand l'enseignement se met au service de l'évaluation, ça peut aussi fausser, si on évalue à tout bout de champ, ça peut aussi fausser la donne. Nous avons parlé de l'évaluation, de ses qualités, ses dangers, ses risques, mais je souhaiterais m'arrêter un moment sur la posture de l'évalué, c'est-à-dire l'évalué, celui qui subit l'évaluation. Alors, on a dit que l'étudiant est conscient que toute tâche est évaluée, donc il sait que le résultat de son travail va prouver ses acquis sans savoir et sans savoir-faire. Il sait aussi qu'il doit être en conformité avec les modalités d'évaluation, notamment l'honnêteté en tant que valeur humaine, mais aussi ce qui est revendiqué de l'étudiant, c'est l'honnêteté scientifique, c'est-à-dire au pire éviter le plagiat. Alors, le plagiat, j'ai ajouté ce point car je pense qu'il est important, d'autant plus qu'il y a un arrêté assez récent qui est prévu, l'arrêté 1082 du 27 décembre 2020, fixant justement les règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat. Je vous invite à aller le consulter, il est sur le site du MESR. Donc là, pour un petit peu synthétiser ce qu'il vise, il vise la falsification des résultats, c'est-à-dire quand on parle de plagiat, ça sous-entend qu'on a falsifié des résultats, qu'on a repris intégralement des citations ou un passage ou un texte sans citer la source, on a utilisé une production sans référence, d'où est-ce qu'elle vient, ces sources. Donc le fait de s'approprier directement ou indirectement un travail qui n'est pas le vôtre, même traduit, est appelé plagiat. Alors pour contrer cette situation, des mesures de sensibilisation sont prises pour informer les impétrants au début de leur formation doctorale, afin de les responsabiliser. Il y a des modules de déontologie de la recherche, guide d'information sur l'intégrité scientifique. Donc il y a des mesures qui sont prises par la tutelle. Il y a aussi des mesures, on vous avertit aussi qu'il y a des mesures juridiques en cas de plagiat. Et enfin, il y a un engagement de l'étudiant, notamment le doctorant, parce qu'on lui rappelle de cette recommandation sur sa carte d'étudiant. Alors, l'évaluation des compétences. Alors, arrivé en graduation ou en post-graduation, l'étudiant n'est plus évalué sur ses connaissances théoriques ou fondamentales, mais plutôt sur son savoir-faire, ses compétences, qui certes s'appuient sur des connaissances de spécialité. C'est-à-dire, on donne la priorité à la compétence. L'étudiant va être mis dans une situation où il va collecter des données de ce qu'il a appris pour démontrer ou prouver le niveau de développement de ses compétences, c'est-à-dire comment est-ce qu'il collecte, il traite l'information, le degré de maîtrise de ressources qui peuvent être mobilisées dans leur mise en œuvre, et même le choix des moyens et modalités à mettre en œuvre pour justement réaliser cette tâche. Il doit aussi montrer l'étendue des situations dans lesquelles il est capable de déployer ces niveaux de développement. J'insinue l'exploitation et le développement durable de ces capacités.
Donc c'est justement sur ces critères que le doctorant sera évalué quand il présentera sa thèse. Alors, les modalités d'évaluation dans le supérieur. Là, juste un rappel, je sais que peut-être que vous le savez, dans le système d'évaluation universitaire en Algérie, on a opté pour le barème de la note, la moyenne, les grilles d'évaluation, qui sont des outils d'évaluation qui énoncent des critères précis qui permettent aux enseignants de porter des jugements sur le développement des compétences. Dans le supérieur, comme vous le savez, le rythme d'évaluation est semestriel, par crédit, notes de TD, de TP, des textes officiels gèrent ces modalités-là. Alors, un travail de synthèse est évalué aussi en fin de cursus, dans le mémoire de master ou dans une thèse de doctorat. Ces derniers, qui nécessitent l'accompagnement de l'impétrant par un directeur de thèse, sont évalués par un jury avec une grille d'évaluation, avec des critères précis, qui diffèrent bien sûr d'un domaine ou d'une spécialité à une autre. Et la grille cible par les critères des éléments qu'elle veut évaluer. C'est justement pour s'approcher de l'objectif et de l'objectivité qu'on confectionne des grilles d'évaluation. Alors la grille d'évaluation est généralement bien sûr destinée à être utilisée par la personne qui évalue, ce qui est incontournable si l'on porte un jugement définitif sur l'objet à évaluer. Elle permet de porter un jugement sur la qualité d'une production ou bien d'un accomplissement d'une prestation ou d'un processus qu'on ne peut juger uniquement en disant c'est bon ou c'est mauvais. Le critère, il est là justement comme un point de repère, un élément observable auquel on se réfère pour juger pour porter un jugement ou décider de la valeur de l'objet évalué. Donc ça peut être le contenu d'une réponse, d'un cours, ça peut être l'organisation, ça peut être les sources, ça peut être la qualité rédactionnelle. Donc les critères se distinguent justement par leurs caractéristiques propres au domaine, à la discipline ou à la spécialité, et il est aussi porteur de sens, de spécificité et de précision. Alors, évaluer un document scientifique. Là, on s'approche un petit peu de ce qu'on va évaluer quand on est dans la recherche, quand on est en plein dedans. Alors, pour juger de la qualité d'un travail scientifique, on doit s'interroger sur la validité de l'information présentée, c'est-à-dire sa valeur scientifique, le niveau de précision du contenu scientifique abordé, bien sûr qu'il soit un article de vulgarisation ou de niveau recherche, on visera l'originalité de la recherche, la notoriété de la source, d'où a-t-on ramené ou collecté l'information, donc la fiabilité de l'information, comment est structuré, organisé le contenu de l'étude, donc ici la démarche scientifique. Et là je donne un exemple, je vous propose une grille qui évalue la valeur scientifique d'un article de revue, mais elle reste adaptable à des rapports scientifiques de communication, des congrès, colloques, etc. C'est-à-dire que la grande majorité des critères d'évaluation définis dans cette grille sont utilisés dans d'autres types de documents qu'on va évaluer. Donc là, ce qu'on va évaluer dans un travail, un document scientifique, c'est la référence bibliographique sur lesquelles le document repose, c'est-à-dire il s'appuie, le travail s'appuie, sur quelles ressources il s'appuie, le ou les auteurs, c'est-à-dire sont-ils identifiés, peut-on retrouver leurs traces, leur notoriété dans le champ de recherche, les auteurs bien sûr cités. Le contenu de l'article, donc l'information est-elle clairement organisée, y a-t-il un plan, l'introduction, la problématique, les hypothèses, etc. Les références utilisées, c'est-à-dire les citations, est-ce qu'ils sont repérés dans les notes, soit en intra, soit en bas de page, est-ce qu'on les retrouve dans la bibliographie? Et la notoriété de l'article, c'est-à-dire on essaie de localiser l'article ou le site ou la plateforme à la notoriété par exemple du Web of Science.
Alors, quand on parle de l'évaluer du plagiat du travail scientifique, je voudrais rappeler, pour ceux bien sûr qui ne savent pas, qu'il y a une plateforme d'édition électronique des revues scientifiques algériennes qui s'appelle ASJP, Algerian Scientific Journal Platform. J'ai mis ici son site. Donc quand vous terminez votre thèse, avant de la déposer, vous devez publier un article en relation avec la thématique de votre thèse. Pour être validé et publié, vous devez choisir une revue classée et reconnue par la communauté scientifique. Votre article est expertisé par un comité de lecture de la revue, elle-même classée, selon son contenu, sa forme, sa visibilité, qui répondent à des normes internationales. Donc nous avons l'ASJP, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un moment, qui est une plateforme d'édition électronique des revues scientifiques algériennes et qui est développée et gérée par le CERIST. Le CERIST, c'est le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique. Alors, elle compte 807 revues dans 29 domaines, de toutes les disciplines confondues, pour promouvoir les revues scientifiques algériennes dans le rang des revues de renom, visibles et indexées dans des bases de données mondiales. Une catégorisation est proposée. Donc, il y a 3 catégories. On a les revues de catégorie A, B et C, et bien sûr les non classées. Alors, les revues de catégorie A permettent bien sûr de postuler au Web of Science, une plateforme d'information scientifique et technique qui donne accès à 6 bases de données bibliographiques. Pour les doctorants, les revues de catégorie B et C suffisent pour faire valider leur article. Donc, on a la revue de catégorie B et C, et d'autres les non classés. Bien sûr, il y a une normalisation de la structure et des contenus des revues qui permet de les classer selon des critères qui leur assurent une qualité scientifique et une valorisation en même temps que tout le chercheur peut y accéder dans cette plateforme où il y a ces revues-là. Donc les 3 critères, bien sûr, sont la forme, le contenu et la visibilité. Là, j'ai fait un petit peu la synthèse de ce comment est-ce qu'on désigne, enfin, la catégorie des revues. Donc la B, par exemple, en forme, dans la forme, elle doit avoir une certaine présentation, une structuration selon des normes internationales, déjà préconisées par l'ISO. Il y a des droits d'auteur, il y a un titre résumé, des mots-clés en anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là pour la forme. Maintenant pour le contenu, les membres du comité de lecture doivent avoir un nombre déterminé de publications. C'est-à-dire que ce n'est pas... il y a des conditions pour être membre du comité de lecture. Aussi pour sa visibilité, elle doit être indexée dans au moins une base de données bibliographique internationale, pour être B. Donc elle doit être visible, reconnue aussi au niveau international. Elle doit aussi avoir un réseau d'abonnés avec des institutions nationales ou internationales à un nombre déterminé. Il y a des textes qui déterminent le nombre d'abonnés. La C, elle a un ISSN, c'est-à-dire un code officiel qui est fourni par le CERIST. Elle doit avoir existé au moins 2 ans. Après 2 ans, on peut pouvoir accéder à la C, par exemple. Elle a un comité éditorial, c'est-à-dire comité de lecture, comité scientifique, etc. Et elle se spécifie dans un domaine donné. Il y a une spécificité dans un domaine scientifique. Le contenu, bien sûr, le comité de lecture
est composé d'experts internes et externes, donc il y a des conditions là aussi, et aussi le contenu de ce qu'elle présente, bien sûr, doit être original et inédit, bien sûr. La visibilité, cette revue, enfin cette catégorie de revues, est indexée dans le site portail des revues scientifiques algériennes, le Web Review. Bien sûr, vous trouverez les détails sur le Web Review et leur site Web of Science, c'est-à-dire plus de détails. Pour la grille d'évaluation d'un article. Maintenant, je vais essayer de vous donner un petit peu un aperçu sur les différentes grilles d'évaluation, que ce soit pour un article, pour un master par exemple, certains masters de différentes institutions, pour vous donner un aperçu de ce qu'on évalue quand on a affaire à valider un travail scientifique. Alors, par exemple, l'article. L'article, on va vérifier la revue, bien sûr, c'est de renommée ou pas. Les auteurs, un titre, si le titre est court, précis et parlant, expressif, c'est exactement ce qu'il y a dedans. Un résumé qui est court, qui est clair et qui est parlant. L'article apporte du nouveau. Ce n'est pas des idées ou bien des éléments qui ont déjà été traités auparavant. Est-ce qu'il y a une synthèse de lecture qui s'appuie sur ce travail, de lecture du scripteur? Est-ce que dans l'introduction, par exemple, on voit cette synthèse de ces lectures qui viennent renforcer le travail? Est-ce qu'il y a une méthodologie, c'est-à-dire une organisation interne de l'article? Est-ce qu'on trouve des résultats de la recherche, de ce que cet impétrant-là, ou bien de celui qui écrit, le scripteur, le chercheur, est-ce qu'il apporte dans ce qu'il dit des résultats? Est-ce qu'il y a une discussion, des conclusions, bien sûr, des conclusions sur ces résultats-là, et enfin, la documentation qu'il a utilisée. Voici ce qu'on doit trouver dans un article, notamment par exemple chez les doctorants. On ne doit pas trouver une partie de leur thèse. Alors je vous propose aussi une grille d'évaluation qu'on utilise à la faculté de médecine à Genève. Alors d'abord pour eux, au travers du travail de master, l'étudiant doit montrer une capacité à analyser de manière critique une question relative à la santé ou à la médecine, et il doit communiquer d'une manière claire et efficace sur un sujet médical. Ce sont les deux conditions pour la recevabilité de son travail. Alors, les critères d'évaluation, d'abord, il doit définir les objectifs clairement. Il doit décrire la méthode de travail. Il doit montrer qu'il a consulté une littérature pertinente pour traiter son sujet. Il doit présenter ses résultats et on doit trouver une discussion critique, puis il doit donner une présentation claire du travail et enfin, il doit résumer tout cela. Voilà ce que propose la grille d'évaluation utilisée à la faculté de médecine de Genève. On va jeter un œil sur une autre grille proposée aux génies et les génies industriels, aussi pour un mémoire de master. Alors là, l'évaluation comprend deux volets, le volet écrit du mémoire et la soutenance. Et chaque volet a deux parties, c'est-à-dire le fond et la forme. Donc là, par exemple, pour l'écrit, nous avons l'originalité du travail, c'est-à-dire si c'est un travail innovant par l'approche ou par la méthodologie utilisée, l'ampleur et la complexité du travail de recherche, donc l'effort scientifique fourni par l'étudiant, la présentation de la problématique, la formulation claire des objectifs et des hypothèses,
justification de la méthodologie utilisée, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il présente, il justifie pourquoi est-ce qu'il a opté pour cette méthodologie. On doit trouver une analyse critique, de la rigueur dans l'argumentation et de la rigueur dans l'analyse des résultats, et enfin valider des conclusions. Alors, pour la forme, là, l'aspect extérieur, si vous voulez, du travail écrit, c'est la qualité de la rédaction, la conformité de la bibliographie, des références et la présentation du document. Maintenant, pour la soutenance, la même chose, on a deux grilles. En soutenance, on va tenir compte de la présentation du sujet, la clarté de la présentation et la maîtrise du sujet. Pour la forme, c'est-à-dire la prestation orale, là, on va tenir compte du langage non verbal, c'est-à-dire sa posture, ses gestes, comment il a géré le temps de sa soutenance, de sa présentation, et qu'a-t-il exploité comme outil de communication. Alors, la grille, une autre grille pour les biologistes. Là, c'est une grille d'évaluation de Constantine. Alors, elle est plus détaillée, elle est vraiment plus détaillée, et l'étudiant est vraiment évalué à la fin de son cursus sur tout ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait, c'est-à-dire lors de la présentation de son master. Alors, pour eux, ils proposent 3 grilles. Il y a une grille qui évalue les aptitudes de l'étudiant et qui est établie par l'encadrant, c'est-à-dire celui qui dirige le travail, le directeur de thèse en quelque sorte. Alors, que prévoit-on dans cette grille? C'est la première, là, dans la première colonne. On a l'assiduité. Est-ce que cet étudiant venait régulièrement à ses cours, ou à son travail, ou à ses séances de travail? La motivation et l'esprit d'initiative, la rigueur dans le travail, la capacité d'intégration et de travail en groupe, la méthodologie et les compétences acquises, et la capacité de synthèse et d'analyse des résultats. Tout cela, c'est en dehors du travail présenté. Là, c'est au cours de la préparation du travail que l'encadrant va l'évaluer sur justement ces aptitudes-là. Maintenant, quand il présente son travail, là, le travail va être évalué. On va évaluer et l'écrit et la prestation orale. Alors, l'écrit, là, la grille, elle est établie par le président du jury et les membres. Qu'évalue-t-on à l'écrit, pardon. Alors, on évalue 4 éléments. On évalue la qualité de la forme du manuscrit, du document, donc la page de garde, le résumé, les mots-clés, le sommaire, les différentes parties du mémoire, la liste des références bibliographiques, les annexes, etc. Le deuxième critère, la qualité de la rédaction, donc tout ce qui est orthographe, ponctuation, construction, lisibilité du texte, adaptation des titres et des sous-titres, équilibre entre les parties du mémoire, etc. Troisième élément, le respect des règles et normes de rédaction, donc les citations. S'il cite par exemple, est-ce qu'il met des guillemets, est-ce qu'il met le nom de la source, de la personne d'où il a pris cette citation, notation des références bibliographiques, les légendes, les illustrations, les tableaux, tout ça est évalué dans ce critère-là. Et enfin, le quatrième critère, la qualité du travail réalisé, c'est-à-dire quel est l'intérêt et la pertinence du travail présenté, quel est le fondement théorique et problématique traité, la méthodologie mise en place et les compétences acquises, la capacité par exemple de présentation des résultats, le choix des illustrations, la richesse de l'analyse des résultats, la qualité de la discussion, les conclusions proposées, tout cela est évalué à l'écrit. À l'oral, on est toujours avec la même évaluation du master biologie à Constantine. Alors l'oral, là la grille bien sûr elle est la même chose, elle est établie par le membre du jury et le président du jury. Donc là c'est la présentation bien sûr du diaporama,
la qualité bien sûr des illustrations, des supports utilisés. Il y a aussi la structure de l'exposé, la cohérence entre les diverses parties, l'originalité de l'exposé, donc la qualité de la construction de l'argumentation par exemple, l'esprit de synthèse, de capacité d'analyse et l'interprétation des résultats, aussi l'expression verbale, la qualité de la communication, le contenu scientifique et la maîtrise du sujet, capacité bien sûr à répondre avec pertinence aux questions du jury. Voilà ce qu'on évalue dans cette grille de master. Alors, je vous propose aussi une autre grille de doctorat, mais là on ne peut pas parler de grille étant donné que c'est un rapport d'expertise et le rapport il est calibré si vous voulez, il est normé, il est envoyé par la tutelle et ce sont l'expert répond à des questions. Donc là il pose la question sur la problématique, c'est-à-dire du point de vue contexte, originalité, l'importance du sujet, etc. Qu'en pensez-vous? Et là, l'expert va rédiger, si vous voulez, un rapport sur la problématique. Il en est de même pour la méthodologie. Est-ce qu'il y a une cohérence avec le sujet, il y a une logique de l'exposé, etc. Aussi les sources. Il faudrait aussi que l'expert donne son avis sur les sources et les ouvrages que le doctorant ou l'impétrant a mis ou sur lesquels le travail s'est appuyé. Donc s'ils sont récents, s'ils sont anciens, s'il a critiqué ou pas, ou il a uniquement plaqué comme ça les titres et les références. Aussi, on doit analyser les résultats ou commenter les résultats de la recherche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une précision dans la présentation des résultats, est-ce que le doctorant a critiqué ces résultats, il a apporté son avis, il a traité l'information. Et la conclusion, est-ce que dans cette conclusion, il y a une rigueur scientifique, il y a une reconduction ou pas? Et enfin, la dernière question sur la publication, c'est-à-dire sur l'article qui accompagne la thèse. Là aussi, l'expert lit et voit l'article et donne son avis sur la rigueur scientifique et la relation, bien sûr, de cet article par rapport à la thèse. Une autre grille, la grille d'évaluation d'un cours en ligne. Comme vous savez, la conjoncture de la pandémie, et même pour rejoindre les normes de la transposition des enseignements qui se font à distance ou en ligne, le projet de cours en ligne a été lancé par la tutelle, donc les enseignants-chercheurs doivent être initiés à cette modalité d'enseignement. Alors de ce fait, les cours en ligne sont expertisés et évalués par le conseil scientifique de l'établissement universitaire. Alors pour ce faire, une grille a été élaborée dans chaque université. Je vous propose une standard, car chaque discipline exige des précisions bien sûr différentes. Donc nous évaluons d'abord la démarche, les moyens, le développement du matériel et le discours didactique. Donc là, ce que nous évaluons quand un collègue propose ou soumet son cours qu'il va mettre en ligne au CS, au conseil scientifique, on doit évaluer justement, il y a un petit comité qui est constitué bien sûr d'enseignants de la spécialité, plus un informaticien bien sûr du domaine puisque c'est en ligne. Et là, lorsqu'on visionne le cours, nous cherchons à voir si les objectifs sont bien définis et qui permettent des objectifs qui permettent à l'étudiant de suivre aisément le cours, le contenu du cours en asynchrone. L'enseignant doit tenir compte bien sûr des capacités et des besoins de l'étudiant et de son propre objectif, c'est-à-dire l'objectif de l'étudiant. Il y a aussi les moyens pédagogiques mis en œuvre, c'est-à-dire on considère les moyens technologiques utilisés, c'est-à-dire la numérisation, la scénarisation, la narration, l'animation, exploitée bien sûr pour la didactisation et pour une didactisation efficace.
et bien sûr les moyens de communication utilisés, donc une plateforme, WhatsApp, ou Viber, ou Facebook, qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen pédagogique. Développement du matériel pédagogique utilisé, là on tient compte bien sûr des contraintes technologiques de l'étudiant. Est-ce que l'enseignant a tenu compte de ces contraintes-là et est-ce qu'il a utilisé le matériel didactique approprié. Le dernier critère, c'est le discours didactique, c'est-à-dire que quand on tient un discours, quand on fait un cours en présentiel et quand on le fait en ligne, ce n'est pas la même chose puisque le discours doit tenir compte de la synchronicité du cours, c'est-à-dire le fait que les étudiants ne soient pas en face de lui. Donc là, il est obligé de faire des digressions, de faire des rappels, un petit peu de compléter, comme s'il essaye de faciliter, si vous voulez, cette transposition. Bien sûr en donnant par exemple des exemples, en variant les exemples et aussi en réglant en quelque sorte le rythme du discours, par exemple parler doucement, reprendre certains exemples, etc. Alors pour récapituler, je reprendrai bien sûr l'essentiel. Je vous propose une grille standard qui synthétise les critères de tout travail scientifique de recherche universitaire. Donc, l'évaluation finale du travail va être basée sur l'originalité du thème et la formulation de la problématique, le contenu scientifique, c'est-à-dire tout ce que vous avez lu sur votre thème, le choix des données, les références, les compétences acquises, donc tout ce qui est analyse, discussion, expérimentation, argumentation, et la maîtrise des outils de communication par l'étudiant. C'est-à-dire on doit maîtriser des outils de communication, des TIS. Alors, l'élaboration de la grille, rappelons que pour élaborer une grille, c'est-à-dire pour qu'elle soit plus fiable, si vous voulez, les éléments essentiels de la grille, pour le montage de cette grille, et la grille qui est un outil d'évaluation, c'est de choisir d'abord le type de grille, en fonction des besoins et des objectifs visés. 1. 2. On doit élaborer une grille après avoir défini les critères, les éléments observables et l'échelle d'appréciation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va apprécier, quels sont les éléments auxquels on va donner plus de priorité aux autres. Et de s'assurer de la cohérence entre la formulation de la tâche à être évaluée et la grille d'évaluation. Souvent, on vise une idée et on évalue autre chose. Alors, en conclusion, je dirais qu'actuellement, l'évaluation vise a priori la compétence. On est dans la mesure du savoir-faire. C'est aussi un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, les aptitudes, les expériences, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre une situation de problème ou une problématique. En plus, la compétence est une capacité d'action efficace face à une famille de situations, c'est-à-dire on va combiner les ressources pour les mobiliser à bon escient au moment opportun. C'est-à-dire mes capacités, mes connaissances doivent être présentes quand je les convoque. Si je les oublie, ce n'est plus des acquis, ce n'est plus une compétence. Un exemple, par exemple, je combine mes connaissances en langue, en informatique, en économie, en droit international pour résoudre un problème de gestion, par exemple. Si je fais de la recherche, je peux combiner mes connaissances, capacités, en anglais, en recherche documentaire, en technique de l'écrit, par exemple, pour faire une synthèse de documents, ou rédiger, par exemple, un chapitre sur un point théorique de ma spécialité. C'est pourquoi le développement continu des compétences de savoir agir complexes se base sur la profondeur, c'est-à-dire la persévérance, le fait d'aller plus loin dans la quête du savoir, qu'il soit de spécialité ou autre, la pérennité, c'est-à-dire la durabilité, c'est-à-dire s'approprier la compétence, et l'irréversibilité, c'est-à-dire cette connaissance-là ou cette compétence reste inaltérable, immuable des apprentissages, qu'on n'oublie pas et qu'on réactualise et qu'on renforce par le développement continu. Là, je donnerai l'exemple de la lecture.
de la participation aux manifestations scientifiques qui nous permettent d'être dans le partage, dans la concertation. Ces échanges développent nos connaissances. C'est ce qui explique le fait que l'évaluation de compétences ne peut se faire qu'en acte et en situation réelle. Il est difficile d'isoler une compétence en plus. L'agir professionnel mobilise simultanément plusieurs compétences. C'est pourquoi l'évaluation des compétences se fait par des observations autour d'indicateurs, c'est-à-dire des éléments significatifs et repérables, c'est-à-dire les critères, sans négliger bien sûr l'évaluation des connaissances pointues qui sont ces ressources. Je vous remercie.